A federal judge dismissing the criminal cases against former FBI Director James Comey and New York Attorney General Letitia James. The dismissals are not about the merits of the case, but with Trump's hand-picked prosecutor, Lindsay Halligan. The judge finding her appointment as interim U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia as invalid, and therefore she does not have the authority to present indictments. Certaines déclarations ne prennent pas toute leur importance par leur contenu, mais par le type de précédent institutionnel qu'elles créent. Le 29 novembre 2025, lors d'une session ordinaire de la commission judiciaire du Sénat, la procureure générale Pamela Bondi a été convoquée pour fournir des éclaircissements, dans un contexte qui, bien que s'inscrivant formellement dans le cycle annuel de supervision du ministère de la Justice, a montré dès les premiers instants un degré inhabituel de tension. Le contexte indiquait déjà que quelque chose s'était écarté du cours normal des choses. La présence de Bondi, dans ce contexte, ne représentait pas seulement une routine institutionnelle, mais concentrait en elle-même un ensemble de tensions accumulées entre les différents pouvoirs de la République, en particulier face aux accusations selon lesquelles le système judiciaire serait instrumentalisé à des fins politiques. La session a débuté quelques jours après l'annonce de la mise en accusation de l'ancien directeur du FBI James Comey, une décision judiciaire qui a reconfiguré le débat sur la neutralité du ministère de la Justice. Cette succession d'événements n'est pas passée inaperçue. Au contraire, elle a servi de catalyseur à des questions de plus en plus incisives sur la conduite d'enquêtes sensibles sous la direction de Bondi. L'audience a rapidement cessé d'être un exercice protocolaire, pour devenir une exposition directe de possibles fractures constitutionnelles. Dès les premières minutes de la discussion, les sénateurs ont concentré leurs efforts sur des thèmes spécifiques, tels que la gestion des archives liées à l'affaire Epstein, le recrutement de conseillers ayant des antécédents liés aux événements du 6 janvier et les décisions opérationnelles impliquant le recours à la garde nationale. Chacun de ces éléments, pris isolément, revêtait déjà une importance politique et juridique. Mais ce qui a réellement fait basculer la séance vers un niveau de gravité institutionnelle plus élevé, c'est la manière dont Bondi a répondu à l'une des questions centrales. D'un ton direct, elle a reconnu avoir signé des documents rétroactivement, dans le but de légitimer l'action d'un procureur qui, selon les registres, n'avait pas été formellement nommé conformément aux procédures constitutionnelles requises. Le contenu de cette réponse dépassait le domaine de l'interprétation politique. Il touchait directement au cœur même de la légalité des actions menées sous sa supervision. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Des juristes de différents horizons, après avoir analysé le contenu de la déclaration, ont convergé sur un point: il n'existe aucune base juridique permettant de corriger rétroactivement une violation de la clause de nomination prévue par la Constitution des États-Unis. Cette clause stipule que certains postes fédéraux doivent être pourvus par nomination formelle, avec des mécanismes de validation spécifiques, et, dans de nombreux cas, avec l'approbation du Sénat. Ces exigences ne sont ni facultatives, ni interprétatives. Elles constituent des garanties destinées à empêcher le pouvoir exécutif de concentrer des décisions sensibles sans procédure légale appropriée. Ce que la procureure générale a admis, c'est la tentative d'apporter une correction documentaire à un acte qui, à la lumière de la Constitution, devrait être considéré comme nul à l'origine. Cette différence entre erreur technique et violation consciente a des implications profondes, surtout lorsqu'elle est associée à l'action de fonctionnaires dans des procédures impliquant des adversaires politiques de l'ancien président Donald Trump. Dans ce contexte, la rétroactivité cesse d'être une question administrative et devient une possible manœuvre institutionnelle de régularisation forcée. La gravité de la situation est amplifiée par le fait que le ministère de la Justice lui-même, dans des documents présentés à la Cour, a reconnu que la nomination dudit procureur n'était pas conforme aux paramètres constitutionnels. Cette admission interne montre que le problème n'a pas seulement été détecté à l'extérieur, mais également documenté par les services techniques de l'institution elle-même. À partir de là, la tentative de légitimation a posteriori perd non seulement sa validité juridique, mais renforce également l'impression qu'il y avait connaissance du problème, et que la décision de le maintenir a néanmoins été prise en toute conscience. Cela modifie considérablement la nature du comportement. Il ne s'agit pas d'une erreur isolée, il s'agit de la consolidation d'une procédure délibérée qui a rencontré une résistance même au sein de la structure formelle de l'organe chargé de l'application de la loi. Bondi n'est pas une personnalité juridique inexpérimentée. Elle a précédemment occupé le poste de procureur général au niveau de l'État, a une formation en droit
et occupait à l'époque la plus haute fonction du système judiciaire fédéral. Ses antécédents renforcent l'interprétation selon laquelle son comportement ne peut s'expliquer par une ignorance technique. Le choix de signer des documents rétroactifs, selon les analystes, indique qu'il y a eu un calcul institutionnel visant à préserver l'apparence de légalité d'actions qui, au moment où elles ont été menées, manquait de fondement formel. Cette évaluation est soutenue par des spécialistes en droit constitutionnel, qui, après avoir examiné des cas analogues, soulignent que le système ne permet pas l'utilisation de la rétroactivité comme outil pour valider des nominations ayant un impact direct sur les procédures pénales. La question ne réside pas seulement dans la légitimité de l'acte de nomination, mais dans les conséquences que cette nomination a produites, y compris les décisions ayant des effets directs sur les droits individuels et les enquêtes sensibles en cours. Face à ces déclarations, le comité judiciaire a intensifié le ton de ces questions, mais a évité de se livrer à des interprétations hâtives. L'accent est resté mis sur la reconstitution factuelle de ce qui a été fait, quand cela a été fait, et pour quelles raisons. Ce choix a permis au contenu de l'audience de gagner en force précisément en raison de son caractère objectif. Il ne s'agissait pas d'accusations formelles, mais d'affirmations faites par l'autorité convoquée elle-même. La différence entre ces deux pôles est fondamentale. Lorsque l'agent lui-même reconnaît la pratique, la dynamique de responsabilisation change. Une nouvelle étape s'ouvre, dans laquelle le système doit décider comment répondre à ce qui a été admis. En d'autres termes, l'institutionnalité américaine s'est trouvée face à une bifurcation. Ignorer la déclaration ou l'intégrer au mécanisme de contrôle et d'éventuelle responsabilisation. Dans des moments comme celui-ci, il devient encore plus nécessaire de suivre les développements institutionnels avec une attention redoublée. L'évolution d'une affaire comme celle-ci dépend moins de la rhétorique que de la cohérence des analyses juridiques et de la capacité de coordination entre les organes de contrôle. C'est pourquoi proposer des analyses contextualisées et techniquement fondées est un moyen de maintenir le public connecté à la réalité complexe du fonctionnement des institutions. C'est dans ce contexte que différents acteurs institutionnels ont commencé à réévaluer, de manière coordonnée, les limites opérationnelles du ministère public face à ce qui avait été rendu public. La reconnaissance directe que des documents avaient été signés, en dehors du délai légal prévu, a mobilisé des secteurs du pouvoir judiciaire, de la communauté universitaire et des organes de contrôle interne de l'exécutif, ce qui semblait au départ être une audience tendue, mais confinée au domaine politique, a été perçu comme un tournant susceptible de déclencher des réactions formelles au sein du système. L'une des premières réponses est venue des instances internes du ministère de la Justice lui-même. Des rapports d'audit administratif, demandés en vertu de la loi sur la liberté d'information, ont révélé qu'au moins 2 procureurs associés à l'affaire en question avaient soulevé des doutes quant à la validité de la nomination en question, avant même la tentative de régularisation rétroactive. Ces documents renforcent la thèse selon laquelle le problème ne résultait pas d'une négligence généralisée, mais d'une décision spécifique prise dans un contexte de contestation technique active. À partir de là, le rôle du contrôleur général de la justice a fait l'objet d'un débat. Des membres de l'organisme ont confirmé que des avis préliminaires avaient circulé, avertissant de l'impossibilité légale de signer des documents avec une date rétroactive dans des procédures ayant des effets pénaux immédiats. Ces avis, bien qu'internes, ont ensuite été joints à des requêtes judiciaires par les avocats de la défense des personnes visées par les poursuites. Cette réutilisation de documents administratifs comme pièces juridiques démontre le degré de convergence entre les instances techniques et contentieuses du système. Il ne s'agit pas seulement d'une discussion politique sur l'action d'une autorité, il s'agit d'une conséquence pratique qui commence à affecter le cours des procédures en cours, y compris avec des demandes formelles d'annulation fondées sur l'origine irrégulière des nominations. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'affaire a rapidement atteint les plus hautes sphères du pouvoir judiciaire. Les tribunaux fédéraux de deuxième instance ont commencé à recevoir des recours en habeas corpus et des appels fondés sur l'argument selon lequel les actes des procureurs liés à la nomination irrégulière doivent être considérés comme nuls ab initio. Dans au moins 2 jugements récents, des juges fédéraux ont demandé au ministère public des éclaircissements supplémentaires, notamment sur les délais, la datation et les protocoles suivis dans les procédures mentionnées. La judiciarisation de la question ajoute une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Une fois soumise à l'examen au fond par les tribunaux supérieurs, l'interprétation qui prévaudra aura un effet contraignant non seulement sur les parties concernées, mais aussi sur le fonctionnement futur des nominations dans le cadre de la justice fédérale.
Ce scénario a contribué à ce que des juristes de renom, y compris ceux qui ont toujours été associés à une interprétation plus souple des prérogatives exécutives, émettent des avis publics mettant en garde contre les risques d'institutionnalisation de pratiques qui affaiblissent l'ordre constitutionnel. L'université de Georgetown, par l'intermédiaire de son centre d'études constitutionnelles, a publié un rapport préliminaire, soulignant que l'utilisation rétroactive d'instruments administratifs pour couvrir des déficits formels dans les procédures pénales compromet non seulement les droits des personnes faisant l'objet d'une enquête, mais aussi l'intégrité du système lui-même. Selon le document, la répétition de ce type de pratique peut, à long terme, éroder la confiance dans les mécanismes de vérification et de validation de l'autorité qui soutiennent le modèle des freins et contrepoids. Parallèlement, le Sénat a entamé des discussions en vue de convoquer des experts et d'anciens fonctionnaires du ministère de la Justice, dans le but de produire un rapport indépendant sur la portée institutionnelle des décisions prises par Bondi pendant son mandat. La proposition, qui en est encore à ses débuts, a reçu le soutien discret de sénateurs des deux camps, ce qui montre que le malaise suscité dépasse les clivages partisans traditionnels. Cela est devenu particulièrement visible après les déclarations du sénateur républicain Charles Skeen, qui, lors d'une conférence de presse restreinte, a affirmé que la stabilité du système ne peut dépendre de la convenance administrative de ceux qui occupent des fonctions publiques. Bien que son discours ait évité toute référence directe à la procureure générale, il a été interprété comme un signe qu'une partie du camp conservateur commence à prendre ses distances par rapport à des pratiques jugées incompatibles avec la conception constitutionnelle de la fonction exécutive. Dans le même temps, certains secteurs du ministère public fédéral ont discrètement lancé des mouvements internes de révision des procédures. Des sources proches du bureau de l'inspection générale ont confirmé qu'au moins 3 procédures internes de vérification préliminaire ont été ouvertes, afin d'examiner la chaîne décisionnelle qui a abouti aux signatures rétroactives. Bien qu'administratives, ces procédures peuvent servir de base à l'ouverture d'enquêtes formelles, pouvant déboucher sur des poursuites disciplinaires. Cela signifie que le sujet a dépassé le cadre de la critique publique et est devenu l'objet de l'attention des centres techniques chargés de garantir le respect des normes opérationnelles au sein du système judiciaire. La mobilisation institutionnelle ne se limite pas au pouvoir judiciaire et au ministère public. Des organisations de la société civile ayant une expérience dans le domaine de l'intégrité publique ont commencé à suivre l'affaire avec attention. La Commission nationale d'éthique publique a publié un communiqué déclarant que les pratiques de rétroactivité documentaire, même lorsqu'elles sont prétendument justifiées par l'urgence opérationnelle, doivent respecter des limites légales clairement définies. La note technique avertit que, sans ces limites, cela ouvre la voie à toutes sortes d'assouplissements indus, affaiblissant le contrôle public sur l'action de l'État. Ce type de position, émanant d'une instance consultative mais respectée pour son indépendance, tend à influencer la perception institutionnelle plus large. C'est dans ce contexte de convergence entre les organes de contrôle, les secteurs judiciaires et les experts indépendants que l'affaire Pam Bondi évolue vers une phase de plus grande institutionnalisation. À ce stade, l'attention ne se concentre plus uniquement sur le discours prononcé lors de l'audience au Sénat. Elle porte désormais sur la réponse articulée des institutions face à la reconnaissance explicite d'un comportement qui, selon certaines interprétations juridiques, peut constituer un abus de pouvoir, une falsification de documents publics et une violation des clauses fondamentales de la Constitution. Le maintien de ce sujet à l'ordre du jour institutionnel se justifie non seulement par la gravité du contenu, mais aussi par la manière dont ce contenu a été admis, sans médiation, sans conditionnalité et devant une instance officielle de supervision. L'importance de suivre chaque nouveau mouvement réside précisément dans le fait que ce processus est toujours en cours. La transparence des procédures, des délais et des décisions prises sera fondamentale pour que le public comprenne les voies formelles de responsabilisation et les conséquences systémiques qui peuvent en découler. C'est grâce à des analyses continues et contextualisées qu'il est possible de percevoir comment les événements s'articulent au sein des institutions et quels signaux ils émettent sur l'orientation de la démocratie constitutionnelle. Il existe des avis divergents quant à la portée concrète des déclarations attribuées à Pamela Bondi et au degré de responsabilité pouvant incomber à une personne investie d'une autorité aussi élevée. Une partie du milieu juridique soutient que l'aveu qu'elle a fait, analysé isolément, ne suffirait pas à caractériser une intention criminelle, à condition de pouvoir démontrer l'absence de volonté consciente de contourner les procédures légales. Dans cette perspective, la signature de documents ayant un effet rétroactif,
bien que considérée comme inappropriée d'un point de vue institutionnel, pourrait être traitée comme une erreur de procédure susceptible de corrections administratives, sans que cela implique automatiquement la configuration d'un délit pénal. Cette interprétation se heurte toutefois à une résistance croissante de la part des juristes qui défendent une lecture plus globale de l'épisode, tenant compte non seulement de l'acte formel, mais aussi du contexte décisionnel dans lequel il a été pratiqué. Pour ces analystes, la maîtrise technique inhérente à la fonction, ajoutée à l'existence d'alertes internes sur l'illégalité de la mesure et aux conséquences pratiques des décisions adoptées, indique un choix conscient qui dépasse la notion de simple erreur fonctionnelle. En ce sens, le débat se concentre désormais sur la ligne ténue qui sépare l'erreur administrative de la conduite délibérée. C'est précisément dans cette zone de transition que les développements juridiques divergent, s'il est considéré qu'il y a eu une tentative consciente de valider des actes juridiquement invalides. Par la manipulation de documents, les implications pénales prennent alors une plus grande importance. Parmi les infractions envisagées figurent l'entrave à la justice, l'abus d'autorité et la falsification de documents publics. Toutes trouvent leur fondement dans la législation et la jurisprudence consolidée. Mais leur application dans une affaire impliquant la procureure générale exige une grande prudence institutionnelle. Face à cette complexité, les procureurs fédéraux analysent en interne les voies qui peuvent préserver la cohérence du système juridique, sans générer d'instabilité institutionnelle. Cette analyse porte non seulement sur les éléments matériels de l'affaire, mais aussi sur les effets symboliques et sociaux que chaque décision peut avoir sur la confiance du public dans les institutions. Parallèlement, des divergences apparaissent quant à la position que doit adopter le ministère de la Justice face aux développements possibles. Une partie de ses membres soutient que la réponse appropriée doit se faire en interne, par le biais de procédures disciplinaires et d'éventuelles sanctions administratives. D'autres, cependant, font valoir que la gravité des faits exige une réaction externe, avec l'ouverture officielle d'une enquête indépendante. Cette division met en évidence un dilemme institutionnel délicat: comment préserver l'autonomie de l'organisme sans affaiblir la perception publique de son impartialité. La tradition juridique des États-Unis valorise les mécanismes d'autocorrection, mais reconnaît également que, dans des situations exceptionnelles, la défense de l'indépendance institutionnelle peut nécessiter une certaine forme de supervision externe. C'est dans ce contexte que certains secteurs du Congrès envisagent la création d'une commission spéciale, dotée du pouvoir de demander des documents et de convoquer des témoins, afin de suivre de près l'évolution de l'affaire. Dans le même temps, les constitutionnalistes ont souligné que la nature des actes commis exige une interprétation élargie de la jurisprudence relative à l'abus de fonction publique. Le principe de moralité administrative, souvent relégué au domaine de l'éthique abstraite, acquiert une dimension juridique lorsqu'il est associé à des décisions qui ont des effets directs sur les droits individuels et les procédures pénales en cours. Dans cette optique, la tentative de valider rétroactivement une nomination considérée comme invalide peut être interprétée comme une instrumentalisation de la fonction à des fins spécifiques. Cela constitue, même en l'absence de preuve d'un avantage personnel direct, une violation du devoir fonctionnel. L'absence d'avantage individuel n'exclut pas la responsabilité lorsque les effets du comportement touchent au cœur même des garanties procédurales assurées par la Constitution. Le scénario reste ouvert et marqué par des incertitudes juridiques. Certains analystes considèrent plausible que le ministère public cherche à adopter une stratégie d'atténuation de la responsabilité, en soutenant que la signature rétroactive avait pour seul objectif de remédier à des vices de forme, sans intention de causer un préjudice aux parties concernées. Cette ligne de défense dépend toutefois de la disposition des tribunaux à accepter que la forme puisse être relativisée au nom de l'objectif institutionnel. D'autres experts avertissent que l'acceptation de cet argument créerait des précédents risqués, permettant de justifier de futures irrégularités sur la base de l'intention déclarée plutôt que de la légalité objective de l'acte. La tension entre la forme et la finalité constitue l'un des axes centraux du débat constitutionnel contemporain aux États-Unis, et tend à influencer des décisions qui dépassent le cas spécifique impliquant Bondi. À ce jour, il n'existe pas de définition claire de la voie que suivra le système institutionnel. L'existence de documents qui reconstituent la séquence des événements, combinée à l'aveu fait lors de l'audience, réduit la marge de manœuvre pour les constructions purement rhétoriques. Dans le même temps, le poids politique de la fonction occupée impose que toute décision soit juridiquement solide et institutionnellement défendable.
Dans ce contexte, l'action des tribunaux sera décisive, non seulement pour l'issue de l'affaire, mais aussi pour la réaffirmation ou la redéfinition éventuelle des limites constitutionnelles applicables aux autorités de l'exécutif. Les décisions qui seront prises pourraient avoir des effets durables et influencer le niveau de responsabilité des hauts fonctionnaires dans des situations qui mettent à rude épreuve le respect des procédures légales. Pendant ce temps, l'environnement politique subit des réajustements face aux possibilités qui s'ouvrent. Les groupes, alignés sur la procureure, articulent des récits de persécution institutionnelle et relativisent le contenu des déclarations, alléguant des extraits sélectifs du contexte. A l'inverse, les secteurs critiques intensifient par la pression, en faveur d'une enquête approfondie, arguant que la stabilité démocratique dépend de la responsabilisation des agents publics, quelle que soit leur position hiérarchique. Cette polarisation, bien que prévisible, ne change rien au fait essentiel. Les mécanismes institutionnels ont déjà été déclenchés, et les décisions prises à partir de ce moment laisseront des traces indélébiles. Les procureurs continuent d'examiner les preuves avec prudence. Les équipes juridiques élaborent des scénarios et évaluent les risques. Les parlementaires évaluent les effets politiques de chaque mouvement. Le débat public est encore en cours. Les prochains mois devraient déterminer non seulement l'avenir d'une autorité spécifique, mais aussi la compréhension collective des limites de la fonction qu'elle exerçait. La manière dont le système réagira à cette situation influencera, dans une certaine mesure, la perception de la solidité des garanties constitutionnelles dans des contextes de forte tension institutionnelle. Il reste essentiel de suivre attentivement ces développements pour comprendre le fonctionnement concret de l'état de droit. Observer l'évolution technique et politique de cette affaire, dans toutes ses phases, permet de comprendre comment s'articulent, au plus haut niveau du pouvoir public, les mécanismes réels de responsabilisation institutionnelle.